Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les opérateurs DAT, D-A-T. Les opérateurs DAT sont des Data Operators, donc des opérateurs qui nous permettent de travailler avec des données. En fait, ils vont permettre de contenir ou de faire des opérations sur des données textuelles. Ça peut être des chaînes de caractères, des tableaux de données, du code Python, du XML, etc. En fait, vraiment tout ce qui est de type textuel. Donc, c'est à travers un DAT qu'on va pouvoir récupérer, par exemple, les données qui proviennent du clavier. Donc, quand on tape sur le clavier, ou qui proviendraient d'un instrument de musique MIDI, ou peut-être d'une communication réseau, comme une requête vers un site web, ou d'un port Siri, si on a branché un Arduino, par exemple, etc. Donc, c'est aussi en utilisant les DAT que nous allons pouvoir définir et exécuter du code Python. Donc, le code étant lui-même du texte, le code de notre projet va se retrouver aussi dans des opérateurs DAT. Comme pour les autres familles d'opérateurs, le type de données qui transite entre les DAT est spécifique à cette famille-là. Par contre, contrairement aux autres familles, le DAT peut contenir deux types de données qui sont distinctes. Elles sont apparentées, mais elles sont quand même distinctes. Le premier type de données, c'est la chaîne de caractères. Donc, une série de caractères, ça peut être sur une ou plusieurs lignes, mais essentiellement une seule chaîne de caractères. Ensuite, le deuxième type de données, ce serait un tableau. Donc, le tableau, il est composé de rangées, de colonnes, et à l'intersection des rangées des colonnes, il y a des cellules, et dans ces cellules-là, il y aurait aussi une chaîne de caractères. Donc, on parle vraiment de deux types de données différents, puisqu'on ne pourra pas brancher la sortie de tous les dates dans l'entrée de n'importe quelle autre date. En fait, il faut que le type de données soit compatible. Donc, soit une chaîne de caractères, ou soit un tableau, qui est lui-même composé de cellules qui elles-mêmes contiennent des chaînes de caractères. Donc, je pense que le mieux pour clarifier tout ça, ça va être de faire quelques exemples. Donc, je commence immédiatement avec un premier DAT qui s'appelle texte. Donc, comme son nom l'indique, le DAT de type texte nous permet de saisir du texte. Pour pouvoir saisir du texte, il faut basculer en en fait, il faut activer, disons ça comme ça, le visualiseur. Donc, vous vous souvenez, on peut cliquer sur le plus ou peser sur la touche A. Et à cet endroit-là, je peux tout simplement inscrire du texte. Et comme on l'a dit, ça peut être du texte sur plusieurs lignes. Donc, ici, on met une deuxième ligne. Il est possible de sauvegarder ce texte-là sur le disque. En fait, c'est aussi possible, puis c'est généralement ce qu'on va faire, de synchroniser le contenu de notre opérateur avec un fichier sur le disque. Donc, par exemple, si je viens dans la propriété File de notre texte, je peux cliquer sur le bouton plus et aller chercher un fichier qui pourrait être soit existant ou un nouveau fichier et l'ouvrir. Donc, dans ce cas-là, je vais aller piger un petit fichier texte et on a vu que le texte a changé. En fait, ce qui est maintenant à l'écran, c'est le texte qui était dans le fichier en question. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de s'assurer que le contenu de l'opérateur et le contenu du fichier soient toujours synchronisés. Donc, en activant Sync to File, c'est ce qu'on fait. Donc, ce que ça signifie, c'est que si jamais quelqu'un modifie le fichier de texte 1.txt, le changement sera apparent ici, et vice-versa. Voilà. C'est même possible de faire un lien, mais avec une ressource web. Donc, plutôt qu'un fichier, je vais décocher le Sync to File. Plutôt qu'un fichier, ici, je pourrais dire, on va aller sur, je sais pas, google.ca. Et voilà soudainement mon texte qui apparaît. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le contenu de la page HTML qui est renvoyé par le serveur de Google. Donc, il y a quand même, malgré la simplicité apparente, une certaine, en tout cas, certaines possibilités cachées dans l'opérateur texte. Maintenant, je vais revenir à mon petit fichier et
vous montrer comment on peut le modifier. Donc, je vous disais tantôt qu'on pouvait le modifier en activant le visualiseur. Puis là, ben, je rajoute du texte ici et mon fichier a été modifié. Donc, pour des trucs simples, ça fonctionne bien de travailler comme ça. Par contre, ça devient souvent intéressant de modifier le contenu textuel, particulièrement quand ce sera du code, avec un éditeur externe. Donc, il y a deux façons de faire ça. Si je bascule en mode normal, je peux choisir tout d'abord Edit Contents in Textport. Donc, le Textport, c'est dans ce cas-ci une petite fenêtre flottante qui nous permet de travailler avec le texte. On aura l'occasion d'en reparler quand on va se mettre à programmer un peu plus sérieusement. Mais on peut aussi donc faire des modifications à cet endroit-là. Donc, comme vous voyez, la troisième ligne est disparue. Par contre, puis encore une fois, c'est particulièrement vrai quand on va commencer à coder en Python, c'est souvent plus confortable, plus agréable de modifier le texte dans un éditeur externe. Et donc, on peut aussi choisir Edit Contents avec commande et E sur Mac ou CTRL plus E sur Mac. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va nous ouvrir le document dans l'éditeur de notre choix. Donc, dans mon cas, j'ai configuré Visual Studio Code, mais on peut utiliser l'éditeur qui nous convient. Et donc, si je fais une modification, vous aurez compris qu'en revenant de ce côté-ci, la modification est apparente. Donc, c'est généralement la façon qu'on va utiliser pour travailler avec le texte, c'est-à-dire, à moins vraiment que ce soit des petits bouts de texte tout simples, mais pour tout ce qui s'appelle code, entre autres, ou peut-être des contenus textuels un peu plus costauds, ça va être intéressant de prendre le temps de configurer votre éditeur. D'ailleurs, si vous venez dans les préférences, donc sur Mac, ce sera Touch Designer Preferences, je crois que sur Windows, c'est dans le menu Edit, et vous aurez Preferences. Ce qu'on peut faire, c'est venir dans le dernier onglet, c'est-à-dire l'onglet qui s'appelle Date, justement, et spécifier l'éditeur qu'on souhaite utiliser pour modifier du texte. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait deux types de données, donc du texte et des tableaux. Ben, vous pouvez aussi spécifier un éditeur pour vos tableaux, donc par exemple comme Microsoft Excel ou un autre éditeur là, qui est capable de gérer les tableaux. Voilà. Ensuite, je pense qu'on va y aller dès maintenant avec un exemple un peu plus costaud qui va nous permettre de combiner les deux types de données, donc les chaînes de caractères, les tableaux, et les scripts. Donc essentiellement, probablement les trois types de textes qu'on va utiliser le plus souvent dans Touch Design. Donc j'enlève le texte qui est ici et je vais plutôt ajouter un Web Client. Donc, le date de type Web Client, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Bien, il nous permet de faire une requête à un serveur web et d'afficher la réponse. Donc, par défaut, l'URL est définie sur le site de Derivative et pour récupérer les données, il suffit de cliquer sur Request. Là, malheureusement, il n'y a aucune donnée qui semble apparaître. Faites attention. Le site de Derivative utilise le protocole HTTPS, donc on est en mode sécurisé. Et dans ce cas-là, vous allez devoir activer Verify Certificate. Donc on va activer ce truc-là. Je repèse sur Request. Et soudainement, je me retrouve avec le contenu à l'écran. C'est quoi ce contenu-là? Ben, c'est tout simplement l'entièreté de la réponse qui est renvoyée par le serveur web lorsqu'on demande cette adresse-là. Si vous êtes familier avec le protocole HTTP, vous allez reconnaître ces trucs-là en haut. Donc, ce sont les entêtes HTTP qui donnent des métadonnées sur la requête. Mais si tout ce que vous voulez, c'est regarder le contenu de la page HTML, vous pouvez tout simplement désactiver les entêtes de cette façon-là. Et en refaisant une nouvelle requête, ce que vous allez obtenir, c'est véritablement le contenu de la page HTML qui est à l'adresse définie dans la propriété URL. Pour les fins de mon exemple, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise un service qui s'appelle OpenWeatherMap. Donc, OpenWeatherMap, à quoi ça sert? Bien, essentiellement, ça nous permet de récupérer la température pour une ville donnée. Donc, ça va nous permettre
de récupérer une température qu'on va tout simplement afficher à l'écran, mais qu'on pourrait éventuellement utiliser pour animer ou contrôler certains aspects de notre projet. Donc, si vous voulez faire l'exercice avec moi, puis je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment très rapide, vous devrez vous créer un compte. Donc, vous pouvez cliquer sur « Sign up ». Vous rentrez quelques infos, votre email, vous allez recevoir un email de confirmation, vous confirmez tout ça, et boum, vous avez un compte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un compte? Ben, pour faire une requête, on nous demande de mettre une clé d'API, donc un petit code qui nous identifie. Donc, une fois que votre compte aura été créé, revenez ici dans le menu qui porte votre nom. Et le deuxième élément du menu s'appelle My API Keys. Et si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir votre clé. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de la copier et gardez-la pas trop loin. On va en avoir besoin dans un instant. Maintenant, je reviens dans la section Weather API. Ce qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est le Current Weather Data. Donc, je vous invite à cliquer sur API Doc. Je vous rappelle qu'on est ici là, à openweathermap.org/API. Donc, cliquez sur API Doc et on va avoir les informations sur la façon dont ce service-là fonctionne. Et vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc, en gros, on spécifie l'adresse du service. Oups. Voilà. Et on rajoute quelques paramètres pour personnaliser notre requête. Donc, le paramètre Q pour Query, ben, on va lui passer le nom de la ville qu'on souhaite utiliser, donc pour laquelle on veut obtenir la température. Et ensuite de ça, le paramètre App ID, il faudra remplacer le petit bout ici par la clé que vous avez copié-collé il y a un instant. Il y a juste un petit détail dans notre cas auquel il faut faire attention, c'est que dans Touch Designer, il n'y a pas encore de support pour le format JSON. En fait, il est dans la version expérimentale, mais comme il n'est pas encore sorti dans la version de production, je me suis dit qu'on resterait avec ce qui est officiellement supporté. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le format XML. Donc, c'est deux formats pour que l'API puisse retourner les données. Et ce que ça signifie, c'est que dans notre cas, il faudra ajouter un paramètre mode et lui donner une valeur de XML. Donc, petit détail. Autre petit détail, c'est pas obligatoire, mais c'est peut-être intéressant. Par défaut, les unités utilisées par OpenWeatherMap sont des données pour la température, en tout cas des données Kelvin, des degrés Kelvin, je devrais dire. Donc, c'est peut-être plus intéressant pour nous d'y aller avec une unité plus commune. Fait que je vous propose d'utiliser metric. Et de cette façon-là, nous aurons les degrés Celsius plutôt que des degrés Kelvin. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter la langue. Comme on va se concentrer seulement sur la température, ce n'est pas très important pour nous, mais c'est une des options qui est disponible. Donc, j'ai préparé la requête en question. Elle est ici. Voici ce que je vais utiliser, c'est-à-dire... Oups, j'ai un petit problème avec ma souris. Voilà. Voici ce que je vais utiliser. Donc, comme je vous disais, on a la première portion qui est l'adresse de l'API. Et ensuite de ça, votre App ID. Évidemment, assurez-vous de remplacer cette portion-là par votre propre clé d'API. Ensuite, le mode qu'on va spécifier comme étant XML, les unités qu'on va mettre en métrique. Et pour terminer, la requête, donc le paramètre Q. Et ici, ben, vous mettrez la ville pour laquelle vous souhaitez récupérer la température. Donc, une fois qu'on a tout ça, on est capable de revenir dans Touch Designer et de changer l'URL de notre paramètre, de notre client web pour cette longue chaîne de caractères. Le simple fait de changer l'URL ne change pas le contenu. Donc, c'est à partir du moment où on va peser sur le bouton Request que les données vont être chargées. Entre-temps, si vous voulez, dans la section Output, on peut utiliser le bouton Clear pour vider les données. Donc, si je lance la requête, ce que je reçois, comme vous pouvez le voir, c'est une chaîne de caractères qui est du XML.
Donc, si vous n'êtes pas familier avec le format XML, dites-vous que ça ressemble à du HTML, c'est-à-dire que c'est un langage de balisage, sauf que cette fois-ci, les balises, ben, ce seront des balises personnalisées en fonction des besoins. Mais en gros, on est capable de voir, par exemple, la ville pour laquelle la requête a été faite, les coordonnées en longitude, latitude, le pays, bon, ainsi de suite. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est à la ligne 11, la température. Donc, dans ce cas-ci, qui est à moins 5,82. Donc, on est en plein mois de janvier ici à Montréal. Donc, la température est assez fraîche en ce moment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour extraire des données de ce bloc de XML-là? Bien, on peut utiliser un opérateur qui s'appelle l'opérateur XML. Voilà. L'opérateur XML, ce qu'il va faire, c'est qu'il va formater les données qui sont dans le XML sous forme d'un tableau. Donc, il s'agit ici du fameux tableau dont je vous parlais tantôt. Donc, quand on regarde le fil entre notre opérateur Web Client et l'opérateur XML, et si on clique dessus, bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a bel et bien du texte, donc une chaîne de caractères. Ce qui se passe dans l'opérateur XML, c'est que cette chaîne de caractères-là, elle est transformée en tableau. Et pour tous les nœuds qui seront trouvés dans le XML, ben, on a des entrées, des lignes, si vous voulez, qui ont été ajoutées dans le tableau. Voilà. Maintenant, nous, on veut extraire la température. Donc, si on regarde ici, vous avez la température qui est identifiée par une étiquette, un label qui s'appelle N9. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Bien, on peut venir dans l'onglet Element Scope et au lieu de tout prendre, lui dire que ce qu'on a besoin, nous, c'est N9. Donc, tout ce qui... en fait, la ligne dont l'étiquette est N9. Et vous voyez que soudainement, on a une seule ligne qui apparaît, en plus des entêtes, évidemment. Maintenant, pour pouvoir utiliser ça, ce que je vous propose, c'est que dans Output, on vienne sélectionner une option qui s'appelle Attributes per Row. Pourquoi on veut cette option-là? Bien, je vous montre en fait rapidement, je ne sais pas si on est capable de bien voir, mais en fait, regardons ici peut-être. Je vais passer en mode... Oups, je vais passer en mode de visualisation. Donc, pour la température, il y a une balise qui commence ici et qui se termine ici, en fait avec le bloc température. Et les informations qui nous intéressent sont définies comme étant des attributs de cette balise-là. Donc, si vous êtes familier avec le XML ou le HTML, vous savez sans doute de quoi je parle. Sinon, ce n'est pas plus grave. On va suivre ensemble quand même. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand on filtre les données, comme on le fait ici, ben, nos informations, ils se retrouvent dans la colonne Attrib pour Attributes. Donc, il faut qu'on vienne chercher ce truc-là ici. Donc, une façon de faire ça, comme je le disais, ça va être dans l'onglet Output de sélectionner Attributes per Row. Et de cette façon-là, on a isolé les contenus, si on veut, des attributs. Par défaut, il nous met le nom de l'entête. On peut l'enlever, le préfixe ici. Donc, pas le nom de l'entête, mais le nom de l'étiquette. Donc, on peut l'enlever. On se retrouve avec un tableau qui contient 4 lignes. Et celle qui nous intéresse, évidemment, ce sera la première de ces lignes-là. Bon, quand on a un tableau, comment est-ce qu'on fait pour aller piger une information à l'intérieur? Bien, on peut utiliser l'opérateur Select. Oups. Donc, l'opérateur Select, ce qui va nous permettre de faire, c'est d'aller choisir une ou des cellules avec lesquelles on souhaite travailler. Donc, dans notre cas, on veut la température, donc le value qui est ici. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, on peut choisir les rangées en utilisant leur nom. Donc, le nom de la rangée, dans ce cas-là, c'est le nom value. Donc, si je choisis by name et que je mets value, bien, je me retrouve avec cette première rangée-là. Maintenant, la valeur que je veux, ce n'est que cette chose-là. Donc, ultimement, ce que je veux, c'est pas un tableau, c'est vraiment simplement la température. Donc, je peux lui dire ici de sélectionner la colonne, et là, je vais y aller par index. L'index étant le chiffre qui est ici. Donc, en disant by index, ben, je vais choisir la colonne de 1 à 1, c'est-à-dire la seule colonne, c'est-à-dire celle-là ici. Et je me retrouve avec le résultat que je veux. Donc, la température à Montréal en ce moment. Maintenant, si vous remarquez,
ici, on a du texte, on voit les numéros de ligne, mais ici et ici, on a un tableau. C'est un tableau qui ne contient qu'une cellule, mais c'est un tableau quand même. Donc, si je veux pouvoir l'utiliser en tant que texte, ben, je vais devoir le convertir. Donc, je rajoute un opérateur, et il y a justement un opérateur qui s'appelle convert. Et dans les options de convert, qui sont relativement limitées, on peut passer à une chaîne de texte en utilisant toText. Et donc là, on a bel et bien une chaîne de texte. Donc la différence entre l'opérateur ici et l'opérateur là, c'est qu'ici, on a des données qui sont un tableau. Le tableau ne contient qu'une seule cellule qui contient ce texte-là, alors qu'ici, on a bel et bien qu'une chaîne de caractères. Donc, ça me permet d'insister un peu sur cette notion de données. Donc, vous vous souvenez que entre les deux premiers opérateurs, ici, on a du texte, mais à partir de cet endroit-ci, on a un tableau. C'est possible dans certains cas de brancher du texte vers un opérateur qui traite des tableaux, comme c'est le cas ici, mais dans d'autres cas, ce ne sera pas possible et il faudra convertir avant de continuer à aller plus loin dans notre réseau. Donc, on a été capable de récupérer notre température. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on pourrait, par exemple, l'afficher à l'écran. Et qui dit afficher à l'écran dit, je présume dans ce cas-là, si on le fait en 2D en tout cas, qu'on peut utiliser un top. Donc, dans la section, je tapais sur top. Dans la section top, pour afficher du texte, vous vous souvenez, on l'a fait ensemble, il y a un opérateur qui s'appelle tout simplement texte. Je vais le mettre en dessous ici. On l'avait déjà essayé et le texte par défaut est le nom de la compagnie. Dans notre cas, ce qu'on aimerait, c'est utiliser le texte qui vient d'un opérateur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'opérateur cible et l'apporter dans la bonne propriété de notre texte. Et dans ce cas-ci, ce serait la propriété date. Autrement dit, on veut que le contenu du texte, ce soit le contenu, ou en tout cas, ce qui sort de notre date. Donc, j'amène ça dans le date ici. Et on se retrouve avec derivative moins 5.8. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une concaténation des éléments qui sont ici. Donc, je vais enlever derivative et je ne garde que la température. Pour rendre ça très joli, puis je l'avais gardé ici, je vais tout simplement ajouter un suffixe de degrés Celsius et on aura donc un affichage qui ressemble à une température. Pour bien le voir rapidement, je vais grossir le texte et je vais surtout grossir la résolution. Donc, passons à 512, ça devrait être suffisant. Et j'active le petit bouton de display pour qu'on puisse voir, en gros, le résultat. Tiens, mettons une autre police, quelque chose d'un peu plus joli. Tiens, ça devrait être pas mal. Voilà. Maintenant, la question que vous vous demandez peut-être, c'est oui, c'est bien, mais si on veut changer la ville, ben là, il faut venir changer l'URL et c'est pas particulièrement pratique de venir travailler dans la petite boîte URL ici. Donc, ça va me donner l'occasion de vous parler de la façon dont on peut combiner des éléments d'interface avec des opérateurs date. Donc, quand je dis élément d'interface, qu'est-ce que je veux dire? Ben, on pourrait s'afficher un champ à l'écran dans lequel on tape le nom de la ville. Et de cette façon-là, ça serait plus facile que d'avoir à aller changer l'URL. Donc, dans nos comp, on a déjà dit rapidement qu'il y avait une section Panels. Et là-dedans, on a certains éléments d'interface, dont un qui s'appelle Field. Et Field, ce qui nous permet de faire, c'est tout simplement d'inscrire une valeur. Donc, c'est un champ de texte. Pour pouvoir modifier la valeur, on bascule encore une fois en mode de visualisation. Et supposons que je mette ici... On va choisir un endroit un peu plus chaud. Allons voir du côté de l'Australie. Bon, évidemment, ce texte-là n'est lié à rien d'autre, donc il ne se passe absolument rien à cette étape-ci. Comment est-ce que je fais pour lier le contenu de ça à ma requête? Et aussi, comment est-ce que je vais déclencher cette requête-là? Est-ce que c'est une bonne idée de venir cliquer ici ou est-ce que peut-être on pourrait créer un bouton dans l'interface? Donc, je vous propose pour les fins de la démonstration qu'on utilise un bouton. Donc, il existe dans les composants un élément, un opérateur qui s'appelle bouton.
Et en combinant tout ça, ben, on va être capable d'avoir un champ texte, un bouton qui va déclencher la requête et le résultat qui sera affiché. Donc, vous aurez compris qu'à cette étape-ci, on va ajouter un peu de code parce qu'évidemment, on aura quelques petites opérations à faire en arrière-plan. Comment est-ce qu'on fait pour déclencher du code lorsqu'un bouton est pesé? Bien, il existe un autre date qui s'appelle Panel Execute. Donc, Panel Execute, ce qui nous permet de faire, c'est d'exécuter du code quand un changement se produit sur un panel, donc un élément d'interface. Mais vous pouvez remarquer qu'il en existe d'autres. On pourrait utiliser quelque chose comme Chop Execute pour que quand la valeur d'un chop change, on exécute un bout de code. Et c'est la même chose pour un certain nombre d'autres opérateurs. Donc, en utilisant Panel Execute, ce qu'on est capable de faire, c'est tout simplement de déclencher du code lorsque le bouton est pesé. Évidemment, on va devoir lier ces deux éléments-là ensemble. Donc, notre bouton, il doit utiliser le bon code, ou en tout cas, il doit être lié au bon panneau. Et la façon de faire ça, c'est de définir ici le panneau en question. Donc, mon élément Panel Execute, il me demande qu'on spécifie à quel bouton il sera relié. Donc, par défaut, il utilise le parent. Donc, ici, c'est une expression. Le parent, ça correspond à l'élément dans lequel on se trouve, en l'occurrence Project One, comme on peut voir dans l'URL ici. Donc, dans ce cas-ci, je vais le faire basculer... non, mauvaise idée. Mais en fait, je pense que si je le bascule comme ça, je peux tout simplement glisser-déposer peut-être? Ou pas? Non, on va l'écrire. Donc, en utilisant cette fois-ci une expression. Donc, l'opérateur qui nous intéresse, ben, c'est l'opérateur button one. Voilà. Et on voit tout de suite que le lien s'est fait. Donc, il est allé chercher le panel ou l'élément d'interface qui s'appelle button one dans project one. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a une petite flèche qui a été tirée entre les deux parce que dorénavant, il y a bel et bien une liaison entre les deux. Comme je vous disais tantôt, on peut travailler en mode visualiseur pour venir modifier notre texte, mais bon, c'est pas idéal. On peut grossir ici et à la rigueur avoir une zone de texte qui est fonctionnelle. Mais l'idéal, c'est vraiment de travailler avec l'éditeur externe. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on bascule dans l'éditeur externe en utilisant ce qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire Edit Contents ou commande E, CTRL E. Quand on fait ça, on se retrouve dans le code qui a été défini par défaut pour Panel Execute. On est en Python, donc évidemment aujourd'hui on n'a pas le temps de passer en détail la syntaxe du code Python, mais en gros, il y a des méthodes qui sont déjà définies pour nous. Et celle qui nous intéresse, c'est la première. Donc, c'est une fonction qui va se déclencher lorsque le bouton passera de l'état off à l'état on, autrement dit, lorsqu'on pèse dessus. J'ai déjà préparé le code ici, donc je vais tout simplement le copier-coller et on le regarde ensemble dans un instant. Je pense que celui-là n'est plus bon, on va fermer ça. Donc voici le code en question. Qu'est-ce qu'il contient? Ben, notre URL, donc la même adresse que ce qu'on utilisait tantôt, sauf que cette fois-ci, le app-id a été remplacé par deux accolades. Idem pour la requête. Donc, en Python, on a une méthode format qui nous permet de prendre une chaîne comme celle-là qui contient des paires d'accolades et de les remplacer respectivement par le ID et par notre requête. Donc, en faisant ça, ça me permet de définir une variable ID avec mon ID. Donc, évidemment, de votre côté, vous utiliserez votre propre clé d'API. Et la requête, donc ce serait le nom de la ville dans ce cas-là, ben on va aller la chercher où? Ben, à l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire dans, puis là je vais vous remontrer rapidement, la requête, on veut venir la chercher ici. Donc mon, oups, passer les choses un peu. Donc mon panneau ici s'appelle Field 1. Donc si on voulait bien faire, probablement qu'on aurait intérêt à le renommer ville ou quelque chose comme ça. Il s'appelle Field 1. Donc, dans mon code, je lui dis, ben, ce que j'aimerais utiliser comme requête, c'est
le contenu du champ qui est dans l'opérateur field1. Donc, hop, field1, ça nous retourne l'opérateur. Dans les opérateurs de type panel, il y a une propriété panel, et dans cette propriété-là, il y a une propriété field qui contient le texte qui a été placé à l'intérieur. Donc, dans ID, il y a notre clé d'API, et dans Query, il y aura notre ville. Et ce que je fais par la suite, c'est de prendre l'URL, donc cette chose-là, et d'y injecter avec format le ID et le query aux endroits où il y a des paires d'accolades. Donc, si vous ne comprenez pas tout ce bout-là, ne vous inquiétez pas, on reverra en détail le fonctionnement des dates et plus spécifiquement du langage Python dans ce contexte-là plus tard. Mais pour l'instant, ce qu'on lui dit, donc, c'est de modifier ou de mettre la valeur d'URL dans le paramètre URL de cette chose-là. Et cette chose-là, c'est quoi? Ben, c'est notre opérateur Web Client. Donc, notre opérateur Web Client, il est ici, Web Client 1. Il a un paramètre qui s'appelle URL et on veut venir dynamiquement modifier ce qui est ici. Donc, si je le fais dans l'autre sens, ça nous retourne l'opérateur Web Client. Je veux aller dans ces paramètres, donc la liste de tous les paramètres, et modifier, par exemple, dans ce cas-ci, l'URL, pour y mettre notre URL qu'on vient de fabriquer ici. Et ensuite, dernière étape, je veux aller encore une fois dans les paramètres, mais cette fois-là, utiliser le paramètre request. Donc, le paramètre request, c'est celui-là ici. Et utiliser une méthode qui s'appelle pulse, autrement dit, le déclencher. Donc, ça nous permet de peser sur un des boutons qui se trouve ici dans la palette ou la fenêtre de paramètres. Et donc, en faisant ça, quand je vais peser sur le bouton que j'ai placé à l'écran, il va construire l'URL en utilisant le nom de la ville qui est dans le champ actuellement, et il va envoyer la requête. Donc, on va essayer tout ça. Donc, actuellement, j'ai la température à Montréal. J'ai changé la ville pour Melbourne. Donc, si on pèse sur le bouton, normalement, on devrait voir la température changer. Pour peser sur le bouton, il faut être en mode de visualisation. Donc, peser sur le petit plus et je pèse sur le bouton. Et soudainement, il fait beaucoup plus chaud. On est à un confortable 18,6 degrés. Voilà. Donc, le code qui s'exécute a été placé dans un panel execute. Et souvent, vous allez retrouver ces éléments-là attachés de façon un peu plus directe au bouton ou à l'élément d'interface qui le concerne. Et la façon de faire ça, c'est cette idée d'amarrage ou de docking. Donc, si je clique sur l'élément et que je choisis ici Dock To, donc je peux lui dire d'attacher ou d'amarrer cet opérateur-là à un autre. Et j'ai tout simplement qu'à choisir celui sur lequel je veux l'amarrer. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Bien, vous voyez une petite zone qui a été ajoutée ici. C'est tout simplement que le script a été attaché, amarré à mon bouton. Et je peux toujours y accéder en pesant sur la petite flèche. Donc, mon panneau revient et je peux la refermer de cette façon-là. Donc, ça nous permet de garder visuellement notre réseau plus propre, si on veut. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tantôt, mais on avait quelque chose de similaire ici pour notre client web qui lui-même possède une fonction là, qui était attachée. Et on pourrait aller voir de quoi il en retourne, mais en gros, des éléments qu'on peut déclencher lors de la connexion ou lors de la déconnexion ou lorsque la réponse est reçue. Voilà. Donc, je vais l'amarrer. Alors voilà, ça fait le tour de plusieurs fonctionnalités qui sont possibles, qui sont rendues possibles grâce aux dates. Pour récapituler, deux types de données, des chaînes de caractères ou des tableaux. Parfois, ces données-là sont compatibles d'un opérateur à l'autre. D'autres fois, il faut les convertir, comme on a fait ici. On pourra définir du code dans certains autres. On peut lier ce code-là à des éléments
d'interface. Donc, je pense que vous comprenez que les dates sont des opérateurs particulièrement puissants et évidemment, nous aurons l'occasion d'en reparler avec beaucoup plus de détails dans des vidéos ultérieures.